Je ne peux plus rester silencieux. Inès Guderian, l'architecte de la Blitzkrieg, a écrit ces lignes vers la fin de sa vie, donnant le ton à ses dernières mémoires, Panzerleader. Plus qu'un compte rendu de stratégie sur le champ de bataille, c'était une tentative d'expliquer, de justifier et peut-être même de confesser. Les réflexions de Guderian ont forcé le monde à affronter la rencontre malaisée du génie, de l'obéissance et de la conscience pendant la guerre, révélant un homme aux prises avec les conséquences de son propre génie, le coût de la discipline absolue et le fardeau moral du commandement dans l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Ce qu'il avait à dire a stupéfié le monde. L'histoire que le général a essayé d'oublier. Il laisse entendre que Wilhelm Guderian n'était pas un soldat ordinaire. Né en 1888 à Kuhlum, alors partie de l'Empire allemand, il est issu d'une famille militaire qui valorisait la discipline, la loyauté et l'innovation. À la fin de la Première Guerre mondiale, Guderian avait déjà prouvé qu'il était un analyste pointu des communications et de la logistique militaire. Mais sa véritable transformation a commencé pendant l'entre-deux-guerres, lorsque les restrictions militaires imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles ont forcé ses officiers à penser différemment. Guderian ne voyait pas de limite. Il y voyait une opportunité. Son obsession pour la vitesse, la coordination et la guerre blindée allait bientôt remodeler les champs de bataille modernes à jamais. Au cours des années 1920 et 1930, Guderian est devenu l'un des rares officiers de la Reichswehr à étudier et à préconiser systématiquement la guerre blindée. Il dévorait la littérature militaire étrangère, y compris les théoriciens britanniques comme J.F.C. Fuller et Basil Littleheart. Pourtant, il n'a jamais été un simple imitateur. Il envisageait les chars non pas comme un soutien à l'infanterie, mais comme le principal instrument d'une guerre décisive. Cette pensée allait évoluer vers ce qui est devenu connu sous le nom de Blitzkrieg ou guerre éclair, une méthode qui a stupéfié l'Europe par sa vitesse et sa précision. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les théories de Guderian étaient passées du papier à la pratique. Ces divisions blindées ont traversé la Pologne en 1939, ont franchi la Meuse en 1940 et ont traversé la France avec un élan sans précédent. En quelques mois, il est devenu une légende au sein de l'armée allemande et un sujet de fascination à l'étranger. Mais la célébrité dans l'Allemagne en temps de guerre avait un prix. Le succès de Guderian l'a rendu indispensable à Hitler et donc vulnérable aux politiques de pouvoir et à l'idéologie qu'il n'a ni pleinement embrassée ni ouvertement défiée. Après la guerre, sa réputation était aussi complexe que ses réalisations. Le même homme qui a construit la machine de guerre la plus redoutée d'Allemagne était aussi l'un de ses critiques les plus virulents de l'ingérence d'Hitler. Capturé par les Alliés et détenu, Guderian a été interrogé non seulement sur la stratégie, mais aussi sur la moralité. Lorsqu'il a été libéré en 1948, il a fait face à un monde qui ne le considérait plus comme un commandant, mais comme un témoin de l'histoire, et peut-être comme un participant qui avait plus à expliquer qu'il ne l'avait jamais admis. Cette explication est venue en 1952, lorsque Panzerleader a été publié en anglais, 2 ans seulement avant sa mort. C'était sa dernière chance de rétablir la vérité, et il l'a saisie. Le livre était à la fois une défense et une réflexion, un effort pour préserver son héritage tout en affrontant les conséquences de ses innovations. Depuis, les historiens se demandent s'il a atteint cet objectif ou s'il s'est contenté de reformuler son histoire. Mais ce qui est certain, c'est que l'homme que l'histoire a autrefois célébré comme l'architecte de la guerre mécanisée moderne a choisi de terminer sa vie non pas par le silence, mais par un règlement de compte dans l'esprit du chef de Panzer. Lorsque Heinz Guderian s'est assis pour écrire Panzerleader, il ne se contentait pas de raconter des campagnes militaires, il façonnait la façon dont le monde se souviendrait de lui.
Les mémoires s'ouvrent sur un ton méthodique mais profondément personnel, le produit d'un homme qui a vécu à la croisée du génie et du blâme. Écrit après des années de captivité et d'interrogatoire, il se lit moins comme de la propagande que comme une révélation contrôlée. C'est la voix d'un commandant qui tente d'affirmer la clarté sur le chaos, à la fois le chaos de la guerre et la confusion morale qui a suivi. Guderian s'est présenté comme un soldat, pas comme un politicien. Il n'y a pas de situation désespérée, écrit-il. Il n'y a que des gens désespérés. Cette phrase capture son état d'esprit, pragmatique, impassible et centré sur la discipline et le contrôle. Chaque décision est disséquée par la raison et le devoir. Sa philosophie valorisait la logique et l'efficacité, où la valeur d'un commandant se mesurait à sa capacité d'agir avec détermination sous la pression. Pour Guderian, l'indécision était un échec, l'hésitation était une défaite. Cette discipline était à la fois sa force et son bouclier. Dans Panzerleader, les soldats sont des instruments d'exécution, pas d'idéologie. Il a mis l'accent sur le professionnalisme, la conviction que le commandement militaire pouvait rester séparé de la corruption politique. Pourtant, sous sa prose calme, se cache une tension. Son phrasé prudent, sa distanciation répétée de la prise de décision politique et son insistance sur le fait qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres suggèrent un homme qui se défend encore des années après la fin de la guerre. Les historiens notent que cette dualité rend les mémoires fascinantes, à la fois témoignage et autoprocès. La voix de Guderian alterne entre fierté et retenue. Il célèbre les réalisations techniques de ses forces blindées en matière de coordination, de vitesse et de frappe décisive, mais s'abstient de glorifier la destruction. Les batailles sont présentées comme des épreuves de volonté et d'intellect, et non de moralité. Son admiration pour la précision contraste avec sa frustration face à la direction politique, en particulier les ordres impulsifs d'Hitler et son ingérence. La critique est implicite, jamais directe, révélant la tension entre l'innovateur et le subordonné loyal. Panzerleader reflète ce conflit. Guderian a construit la machine qui a mené aux premières victoires, mais l'a vue s'effondrer sous le poids de la politique et de l'idéologie. Les mémoires traitent autant de stratégie que d'obéissance et de contrôle. Son écriture précise et retenue reflète la conviction que les faits pourraient le protéger du jugement. Dans les derniers chapitres, Guderian écrit avec la confiance de quelqu'un qui sait que son héritage sera examiné de près par les futurs officiers et historiens. Pourtant, Panzerleader ne parle pas seulement de chars et de tactique. Il s'agit de perception. Chaque paragraphe est conçu pour montrer comment Guderian souhaitait que l'histoire le considère comme le soldat professionnel qui comprenait la guerre mieux que les politiciens qui l'ont mal utilisée. Les mémoires deviennent une fenêtre sur la psychologie d'un homme qui concilie le génie et la responsabilité. En fin de compte, cependant, Panzerleader a stupéfié le monde en raison de l'implication de Guderian dans le Blitzkrieg et de ses réflexions à ce sujet. La naissance du Blitzkrieg. Pour comprendre l'héritage de Hein Guderian, vous devez d'abord comprendre le monde qu'il a créé. Un monde qui se déplaçait à la vitesse de l'acier et du feu. Dans Panzerleader, il détaille les expériences et les théories qui ont donné naissance à la doctrine de guerre la plus redoutable d'Allemagne, le Blitzkrieg. Bien que le terme ait été popularisé plus tard, le concept était sa guerre définie par l'élan, le choc et l'intégration transparente des chars, de l'infanterie motorisée et de l'appui aérien. C'était une doctrine qui a brisé les conventions de la Première Guerre mondiale et a remodelé la Seconde. Dans les années 1920 et au début des années 1930, Guderian et un petit groupe d'officiers allemands ont secrètement développé des tactiques blindées au mépris du traité de Versailles. Ce qu'il envisageait étaient des opérations radicales rapides et coordonnées, où les chars menaient les assauts
au lieu de suivre l'infanterie. Les actions parlent plus fort que les mots, a-t-il écrit. La déesse de la victoire ne couronnera de laurier que ceux qui agissent avec audace. Cette philosophie de l'initiative et de la mobilité est devenue le fondement de son approche du commandement. F. Derion a également insisté pour que chaque char soit équipé d'une radio bidirectionnelle, une innovation apparemment simple qui a révolutionné la coordination sur le champ de bataille. Des formations blindées entières pouvaient désormais se déplacer et frapper comme un seul organisme. Ces descriptions des premières manœuvres en Pologne et en France se lisent comme des plans d'ingénierie, précis, analytiques et largement dépourvus d'exagération. Pourtant, derrière la clarté tactique se cache la fierté. Il savait qu'il avait construit quelque chose d'efficace et de terrifiant. Les victoires éclairs de l'Allemagne en 1939 et 1940 ont validé ses théories et cimenté sa réputation. Malgré tout, Panzer Leader porte la retenue du recul. L'enthousiasme de l'innovation est tempéré par les coûts humains et logistiques qu'elle a imposés. La vitesse qui définissait le Blitzkrieg exigeait une coordination implacable. Lorsque des pannes mécaniques, des pénuries de carburant ou de la fatigue se produisaient, la catastrophe suivait. Les avancées rapides et profondes de Guderian et les poussées blindées concentrées révèlent à la fois le génie et le prix exigés des hommes et des machines. Les historiens notent que sous la surface analytique de Guderian se cache un malaise. Ses créations avaient dépassé la seule stratégie, amplifiant la capacité destructrice de la guerre. La même logique qui a rendu ces panzers imparables en France les piégerait plus tard dans l'immensité de la Russie. Pourtant, il n'a jamais renoncé à la guerre mécanisée, présentant plutôt les échecs comme le résultat de l'ingérence d'Hitler et du haut commandement. Panzer Leader incarne à la fois le génie et les angles morts, un chef-d'œuvre technique qui ne reconnaît pas les forces idéologiques à l'origine de la défaite. À travers ces pages, les lecteurs sont témoins de la naissance du Blitzkrieg et de la contradiction de son créateur. Un stratège dont l'intellect a remodelé la guerre et dont la conscience s'est tranquillement débattue avec le coup. Dans la calme précision de ces mots, les premières ombres de la réflexion apparaissent. L'homme qui ne voyait autrefois que la vitesse et la victoire commençait, dans ses derniers écrits, à affronter ce que les deux signifiaient vraiment. Mais si ces écrits sur le Blitzkrieg étaient choquants, ce sont ces révélations sur Hitler qui allaient vraiment laisser le monde sans voix. Conflit avec Hitler au sein du haut commandement. Parmi les révélations les plus frappantes de Panzer Leader figurent les récits de Guderian sur sa relation difficile avec Adolf Hitler et le haut commandement allemand. Le général, autrefois salué comme un visionnaire militaire, s'est vite retrouvé en conflit avec la direction qu'il avait mise en place. Ce qui a commencé comme un respect mutuel s'est transformé en confrontation. Une bataille menée non pas avec des chars, mais avec la volonté, la fierté et la direction de toute une guerre. Guderian documente ces affrontements sur un ton mesuré mais critique. Il dissèque plutôt qu'il n'exagère, révélant sa frustration par un langage précis. À plusieurs reprises, il critique les décisions qui, selon lui, défiaient la raison et sabotaient le succès, en particulier pendant l'opération Barbarossa en 1941. Il a décrit les échecs logistiques, les hivers brutaux et les hommes et les machines épuisées, mais a imputé la responsabilité non pas à la stratégie, mais à l'ingérence d'en haut. Il se souvient avec franchise du mépris d'Hitler pour les conseils professionnels, notant les ordres donnés sur l'intuition plutôt que sur l'analyse. « Inutile de dire, écrit-il, que l'on m'a souvent demandé pourquoi j'avais accepté ce poste difficile. Il était nécessaire de sauver des millions de soldats et de civils allemands. » Ces mots révèlent à la fois son sens du devoir et les limites de sa résistance. Un soldat servant un pays en crise tout en naviguant dans un commandement irrationnel. À la fin de 1941, les tensions ont atteint leur paroxysme.
Guderian a plaidé pour une poussée concentrée sur Moscou, mais Hitler a détourné des forces ailleurs. Le différend s'est envenimé et, en décembre 1941, Guderian a été démis de ses fonctions. L'architecte de la branche Panzer moderne a été mis à l'écart au moment critique de la guerre. Panzerleader ne traite pas cela avec amertume, mais avec une réflexion calculée, présentant ce renvoi comme à la fois politique et personnel. Lorsqu'il est revenu au commandement en 1943 en tant qu'inspecteur général des troupes blindées, la relation est restée tendue. Le contrôle d'Hitler était absolu, ses décisions de plus en plus erratiques, et Guderian ne pouvait plus influencer la stratégie. Bien qu'il ait continué à insister sur la mobilité et la concentration des forces, les ressources étaient rares. Le carburant, les chars et les hommes diminuaient. L'Allemagne continuait à se battre, mais de l'intérieur, elle était déjà fracturée. Les historiens notent que le portrait dressé par Guderian sert un double objectif. D'une part, il s'agit d'une critique professionnelle de l'ingérence politique dans les opérations militaires. En dessous, il cherche à se distancer de l'effondrement moral et stratégique du régime. En insistant sur son opposition à Hitler, il se présente comme une voix de la raison dans un système rongé par l'idéologie. On se demande si cette réflexion est honnête ou s'il s'agit d'une reconstruction minutieuse. Mais l'effet est clair. Les lecteurs sont témoins des fractures internes du Troisième Reich, vécues comme une tension entre les généraux et leurs chefs. Dans ces chapitres, l'architecte confiant du Blitzkrieg devient un observateur las de son effondrement. Panzerleader ne dramatise pas la confrontation, mais le poids de la réflexion de Guderian en dit long. Ses mémoires révèlent un commandant confronté aux limites du contrôle, tiraillé entre le devoir et la descente, le paradoxe qui a défini ces dernières années. Mais après sa publication, certaines personnes ont commencé à se demander si Panzerleader ne présentait pas Guderian sous un jour plus favorable qu'il ne le méritait. Il avait échappé à une condamnation pour crime de guerre faute de preuves. Et pour beaucoup, Panzerleader n'était qu'une autre façon pour lui de se distancer des horreurs infligées par Hitler, le poids de l'obéissance. Si Panzerleader relate des triomphes blindés, il est également une chronique de la retenue morale et, selon certains, de l'évitement. Sous les cartes et les descriptions de bataille, Heinz Guderian s'est battu avec une lutte plus personnelle. Comment justifier l'obéissance dans un régime qui a franchi toutes les limites éthiques? Ses mémoires, écrites juste avant sa mort, se lisent comme une tentative de définir la frontière entre le devoir d'un soldat et la conscience d'un être humain. Tout au long de Panzerleader, Guderian se présente comme un professionnel irréprochable, axé sur le mouvement, la logistique et l'efficacité du commandement. Pourtant, ses silences sont aussi révélateurs que ses mots. Il a écrit sur les difficultés de ses soldats dans le froid abominable, les nuits blanches à s'inquiéter des hommes sans abri, et la frustration face aux échecs d'approvisionnement, mais presque rien sur la souffrance des civils ou les atrocités près de son commandement. Les historiens ont noté cette absence comme l'un des aspects les plus importants de ses mémoires. Ce n'est pas ce qu'il a écrit qui a stupéfié les lecteurs, mais ce qu'il a choisi de ne pas écrire. Le cadrage de Guderian était délibéré. Il a constamment souligné qu'il était un soldat, pas un politicien. Selon lui, la responsabilité des crimes moraux ou idéologiques incombait aux dirigeants politiques et non à l'armée professionnelle. La seule condition que j'ai posée, a-t-il écrit, était qu'un nombre suffisant de divisions blindées et motorisées soit employé. Des déclarations comme celle-ci renforcent son image d'intérêt militaire. Le champ de bataille est un système fermé, détaché du chaos politique environnant. Les lecteurs d'après-guerre, cependant, ne pouvaient pas accepter cette séparation. Publiée après Nuremberg, l'insistance de Panzerleader sur la distance professionnelle
était souvent perçu comme un déni, une tentative de préserver le mythe de la Wehrmacht propre. Pourtant, d'autres ont senti un malaise plus profond, un homme qui ne pouvait pas pleinement concilier ce à quoi son génie avait servi. Ses réflexions sur l'obéissance se lisent souvent comme des arguments qu'il se fait à lui-même, faisant écho à la tension de quelqu'un qui croyait à la hiérarchie, mais qui a reconnu trop tard le coup de la suivre sans la remettre en question. Dans les chapitres suivants, la critique d'Hitler par Guderian s'aiguise, mais toujours en termes techniques. Il n'a pas accusé Hitler d'échec moral, mais seulement d'incompétence tactique. Les ordres impulsifs et les pertes inutiles ont été présentés comme des leçons de leadership et non comme une défiance. Cette focalisation sur le professionnalisme l'a isolé pendant la guerre, mais avec le recul, elle est également devenue une cage, enfermant sa vérité dans ce qu'un soldat pouvait admettre en toute sécurité. Ce qui ressort de Panzerleader n'est pas une confession, mais une subtile fatigue morale. En abordant le devoir sans aborder les conséquences, Guderian force les lecteurs à se situer dans l'espace entre la compréhension et le jugement. C'est cette tension qui est devenue l'aspect le plus obsédant de son héritage et l'endroit où les historiens ont trouvé des fissures dans le récit. Fissures dans l'armure. Ce que les historiens ont trouvé. Lorsque Panzerleader a été publié en 1950, puis en anglais en 1952, il a été reçu à la fois comme une révélation et une défense. Pour les professionnels de l'armée, il offrait une vue de l'intérieur de la machine de guerre allemande. Pour les historiens, il a suscité un débat sur la vérité. Le récit de Guderian était détaillé, articulé et indéniablement précieux. Pourtant, lorsque les chercheurs l'ont comparé aux journaux de guerre, aux rapports et aux mémoires d'autres généraux, des fissures ont commencé à apparaître. L'exactitude factuelle a été le premier point de discorde. Les chercheurs ont noté des divergences dans les chronologies, les détails des réunions et l'attribution des décisions, en particulier sur le front de l'Est. Des historiens, y compris ceux cités par l'Institut Dupuy, ont observé que Panzerleaders simplifiait parfois des opérations complexes, en supprimant les voix discordantes afin de présenter un récit plus clair et plus favorable. Pour Guderian, la clarté signifiait peut-être la crédibilité. Pour les historiens, elle suggérait une omission. La responsabilité a été tout autant débattue. Guderian se dépeint comme un stratège rationnel contraint par un leadership irrationnel. Les décisions qui ont mal tourné n'ont jamais été les siennes. Il s'est dépeint comme l'innovateur réduit au silence par la politique. Ce cadrage a conduit certains à considérer Panzerleader moins comme des mémoires que comme un exposé de défense soigneusement construit. Pourtant, des moments de malaise émergent, des descriptions de troupes épuisées et de fronts chancelants trahissent un ton de défaite que la précision technique ne peut dissimuler. Ce que Guderian omette est aussi révélateur que ce qu'il inclut. Il n'y a pas de discussion significative sur les crimes de la Wehrmacht, aucune référence à la dimension morale de la guerre et une mention minimale de la souffrance des civils. Au lieu de cela, l'accent reste mis sur les chars, les ordres, la logistique et les personnalités. Cela a rendu les mémoires à la fois respectées et controversées, une source technique riche, mais qui a renforcé le mythe d'après-guerre d'une armée allemande propre. Malgré ses omissions, Panzerleader n'a jamais été rejeté. Sa valeur réside dans la perspective, dans ce qu'elle révèle sur la façon dont Guderian voulait que l'histoire le perçoive. Les incohérences ne la rendent pas insignifiante, elles la rendent humaine. Sa mémoire sélective illustre la difficulté de faire face à la responsabilité personnelle au milieu d'une catastrophe. Comme beaucoup de ses contemporains, il a écrit dans un brouillard moral. Au fil du temps, Panzerleader est devenu une lecture essentielle dans les milieux militaires du monde entier.
Ses intuitions tactiques étaient indéniables. Pourtant, sa clarté, sa structure et sa confiance l'ont également rendu suspecte. Les critiques des historiens ont dégagé un consensus. Panzerleader était inestimable pour comprendre l'esprit de Guderian, peu fiable comme un conte rendu des faits, rien de plus que la dernière tentative d'un homme de façonner son héritage avant que l'histoire ne le fasse. Les dernières réflexions de Guderian avant sa mort. Lorsque Heinz Guderian a terminé Panzerleader, il approchait de la fin d'une vie longue et tumultueuse, bien qu'il ne le sache pas encore. 4 ans plus tard, il disparaîtrait, laissant derrière lui non seulement un héritage militaire, mais aussi un livre qui continue de troubler les historiens et les soldats. Guderian avait l'intention de faire de ses mémoires un mot de la fin, un résumé contrôlé d'une carrière couvrant 2 guerres mondiales et remodelant le combat. Pourtant, sous l'écriture assurée, il y a une lassitude évidente. Dans les chapitres de conclusion, l'analyse rapide des tactiques et de la logistique cède la place à la fatigue personnelle et à une introspection tranquille. « Je n'arrive souvent pas à dormir la nuit », a-t-il avoué, « et mon cerveau tourne en rond, alors que j'essaie de réfléchir à ce que je peux faire de plus pour aider mes pauvres soldats qui sont là-bas sans abri dans ce froid abominable. » Ce n'est pas la voix d'un stratège qui défend une théorie, mais celle d'un commandant hanté par l'endurance des hommes qui suivent les ordres longtemps après la perte de la guerre. Pour un personnage souvent décrit comme impassible, ces moments révèlent une vulnérabilité rarement observée ailleurs dans ses écrits. Guderian fait également preuve d'une reconnaissance discrète de l'effondrement des systèmes. Il raconte les derniers mois désespérés, la désintégration des lignes d'approvisionnement, l'échec des structures de commandement et le sentiment croissant que les compétences tactiques ne pouvaient plus compenser le chaos politique. « Je ne peux plus rester silencieux », a-t-il avoué. Tout s'écroule. La guerre est perdue, mais personne ne veut m'écouter. Son ton passe d'une direction assurée à une documentation résignée, comme s'il comprenait qu'aucune manœuvre ne pouvait sauver ce qui avait déjà été détruit de l'intérieur. Les historiens notent que ces réflexions sont ce qui se rapproche le plus de l'admission de limites par Guderian. Bien qu'il ne remette jamais directement en question l'idéologie qu'il a servie, sa critique implicite du leadership et de la structure est indéniable pour les historiens. La question se pose maintenant de savoir si Guderian ne voyait rien de mal dans l'idéologie d'Hitler, ou s'il voyait des problèmes, mais obéissait aveuglément quand même. Les 2 issues laissent un sentiment de malaise. Ce qui ressort le plus, c'est l'absence de triomphe. Son optimisme initial, sa foi dans la technologie, la vitesse et la planification se dissolvent dans l'endurance. Sa célèbre phrase « Klausen nicht klar », traduite approximativement par « les bottes ne les éclaboussent pas », autrefois un appel à une action décisive, se lit maintenant presque ironiquement. L'architecte d'un mouvement imparable s'est retrouvé à documenter la stagnation et l'effondrement. Lorsqu'il est mort en 1954, Panzerleader avait déjà commencé à circuler à l'échelle internationale. Il offrait à la fois des perspectives et des omissions, un manuel de la guerre mécanisée et un portrait d'un commandant confronté aux conséquences de sa propre création. Ces derniers mots ne traduisent ni amertume ni remords, mais de l'épuisement. La voix disciplinée d'un homme qui essaie de mettre de l'ordre dans le chaos une dernière fois et qui échoue. « Je ne peux plus rester silencieux », avait-il avoué avant de mourir, comme s'il avait besoin de se débarrasser de ce fardeau. La guerre est perdue, mais personne ne veut m'écouter. En fin de compte, le monde reste stupéfait, non pas par de nouvelles révélations d'opérations secrètes, mais par la tension durable que présente Panzerleader. Un récit de première main d'une réalisation militaire extraordinaire, entrelacée avec la conscience troublante de ses coups humains et éthiques qui ne vont pas jusqu'à des excuses ou un aveu pur et simple. Les réflexions de Guderian rappellent au lecteur que même les esprits les plus brillants peuvent être piégés par les systèmes qu'ils contribuent à construire. Et en partageant ses frustrations personnelles,
ses doutes et ses moments d'empathie pour ses soldats, Gdérion complique les catégories simplistes de héros ou de méchants. Était-il l'un ou l'autre, ou les deux? Seuls les lecteurs peuvent en décider. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les dernières mémoires de Gdérian révèlent un homme confronté sincèrement aux conséquences morales de ses actes, ou qu'il se contente de façonner son héritage pour le jugement de l'histoire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.